はい、それではですね、講演の2ということで、午後の部を始めさせていただきます。Maintenant, la deuxième partie de conférence commence. Je représente Meisei Daigaku et je m'appelle Kyota. Je suis très heureux de pouvoir animer la deuxième partie. Et rapidement, permettez-moi de présenter Madame Torikai. Actuellement, elle est professeure chargée de mission spécifique de cette université et puis également professeur association, mais c'est quelqu'un qui est très connu. Mais surtout, Madame Torigai s'intéresse, travaille beaucoup à l'anglais et en tant que langue commune internationale. Et puis là, c'est une autorité incontestée concernant l'enseignement de l'anglais au Japon. Le titre, c'est également la politique japonaise, politique du gouvernement japonais concernant la formation des ressources mondiales. Merci de m'avoir présenté. Je m'appelle Kumiko Torikai. Aujourd'hui, mais comment, pour traverser avec succès la période de globalisation, le gouvernement met l'accent sur l'éducation. Mais par rapport au titre interculturel, l'enseignement interculturel, quel est le rapport entre ces deux sujets et le gouvernement politique gouvernementale? Mais en écoutant la conférence de matin, j'ai vraiment regretté pour insuffisance de politique gouvernementale. Mais ce n'est pas ma responsabilité, mais pourtant, j'avais une certaine amertume. Mais avec ce sentiment, avec le regret, permettez-moi de prendre des paroles maintenant. Et puis là, le temps est limité. Donc, par page, je mettrai 3 minutes. Mais je n'ai pas préparé le texte à l'avance. Donc, l'interprète doit souffrir énormément pour me suivre et traduire en français. Mais je vais essayer de parler lentement. C'est la couverture et la page suivante. C'est bon. Et en l'an de 2012, le gouvernement japonais commence à faire des efforts dans ce domaine. Et ils ont constitué le comité de délibération dans le but d'élaborer le rapport qui est le fruit de délibération. Mais il y a beaucoup de choses qui sont racontées dans ce rapport. Mais en résumé, le Japon n'aura pas la possibilité de survivre à l'époque de globalisation dans un état actuel. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et tout d'un coup, je dois parler de l'anglais. Et puis, il y a TOEFL et TOEIC pour l'examen l'anglais. Et puis là, il y a le niveau jugé par ces examens. Et il y a également rendre au public le résultat de TOEFL et TOEIC. Ça va encourager les gens. Et puis, il faut également renforcer la compétence de l'enseignement de l'anglais et puis prendre en considération le résultat des enseignements de TOEFL et TOEIC, etc., etc. Et toutes ces choses ont été intégrées dans le rapport. Et puis, dans la politique pour la formation des ressources humaines mondiales, mais quelle est la définition du gouvernement de ces ressources humaines mondiales? Tout d'abord, c'est les compétences en langue. Et je vais en parler plus tard. Quelles sont les compétences linguistiques? Et ensuite, la personnalité. Et puis là, c'est l'esprit très actif et l'esprit du défi, l'autonomie. Et puis, il faut être à la fois flexible et puis il faut se sentir appelé à une mission.
Et troisièmement, la compréhension interculturelle. Et puis l'identité bien établie en tant que japonais. Ce troisième point est un point très difficile à atteindre. Mais ce matin, les conférenciers ont déjà parlé de difficultés à comprendre l'interculturel. Et puis là, ce n'est pas facile à établir sa propre personnalité, l'autonomie. Et puis là, on revient le chapitre 1, des compétences de langue. Et les compétences de communication, c'est séparé en deux, mais bientôt, ça se rejoint. Et communication en français. Mais les Japonais comprennent très bien. Et communication, c'est l'anglais. Mais le gouvernement japonais ne pense qu'à l'anglais. Et tout de suite après, il y a le niveau de maîtrise de l'anglais. Et donc, avec cette indication, on comprend tout de suite qu'il ne s'agit que l'anglais. Et puis, c'est divisé à 5 niveaux. Et donc, que vous voyez devant. Et puis là, le niveau le plus bas, c'est le voyage. Et troisième, c'est le niveau élémentaire. Mais pour ces 3 niveaux, les Japonais sont déjà atteints à ce niveau. Le problème, c'est que 4, c'est négociation bilatérale. Et 4e, c'est négociation multilatérale. Mais dans ces 2 derniers chapitres, il y a des Japonais qui sont incapables d'avoir des compétences de les faire. Et puis, le ministère, en l'an 2011, ils ont élaboré 5 propositions pour la formation, pour améliorer le niveau d'anglais. Et puis là, c'est très détaillé. Et puis il faut élever la compétence par rapport à TOEFL et TOEIC, etc. Et puis là, il faut donner la performance plus élevée aux gens. Et ensuite, le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour atteindre leur but? Et puis là, c'est bien détaillé. Alors là, d'abord, l'anglais, l'enseignement d'anglais. Et en plus, renforcer des études d'anglais pratiques. Et entre parenthèses, c'est marqué l'anglais au milieu et communication, compétences communicatives. Et ensuite, expérience interculturelle, etc. Et ce n'est pas la compréhension interculturelle. Expérience interculturelle, etc. Mais qu'est-ce que cela représente, etc. Et deuxième point, et puis développer les études à l'étranger, des études à l'étranger. Et troisièmement, c'est renforcer le niveau de compétence de l'enseignement de langue. Et puis, actuellement, sur tout le Japon, l'ensemble de mesures sont développées et le gouvernement a déjà fixé les objectifs des études à l'étranger pour le niveau secondaire jusqu'à 30 000. Et puis développer à partir de 18 jusqu'à 20 ans. Et puis études à l'étranger plus d'1 an. Donc, ils ont déjà fixé le large objectif à 80 000 personnes. Au total, 110 000 jeunes doivent pouvoir faire des études à l'étranger. Et ce chiffre représente environ 10% de la population de même âge. Donc, dans un futur, 10% de la population va avoir l'expérience des études à l'étranger. Ça, c'est l'objectif gouvernemental. Et ensuite, j'ai parlé de l'expérience interculturelle. Mais plusieurs fois, on rencontre cette expression. Et puis, et puis là, le secondaire. Et puis le primaire, le secondaire, il faut développer, il faut élever le niveau d'enseignement de l'anglais. Et notamment, c'est le primaire, le secondaire, collège et lycée. Et puis,
c'est marqué l'anglais, compétences de la langue anglaise, mais ce n'est pas les compétences interculturelles, mais c'est toujours suivi par etc. Et puis pour le primaire, c'est marqué les enfants, et puis le lycéen, et puis des étudiants, et les élèves, et puis pour les universitaires, les étudiants. C'est bien distingué. Et puis l'ensemble de la population des jeunes doit partir à l'étranger, mais c'est un point essentiel à partir de primaire, et puis à l'extérieur, à l'intérieur, il faut que les petites puissent avoir l'expérience des études. Ce n'est pas, c'est avoir l'expérience interculturelle. Ce n'est pas pour faire des études. Mais quelle est la différence entre ces deux termes? Mais il n'y a pas d'explication à ce sujet. Mais peut-être le gouvernement pense que laisser avoir les expériences interculturelles permettront d'acquérir le niveau suffisant de maîtrise d'anglais. Et ainsi, dans cette situation, les ressources humaines, en anglais, human resources, et puis c'est entre parenthèses les ressources humaines. Et puis là, il y a le mot capital. Pourquoi cela représente le capital? C'est pour rendre service aux entreprises. Et puis si on fait la lecture très attentive, l'ensemble d'objectifs sont le reflet de besoins de l'entreprise. C'est-à-dire, ce sont des entreprises japonaises qui voudraient pouvoir recruter les jeunes capables de se battre en anglais. Et puis, les compétences de communication en anglais à l'appui. Et puis l'ensemble d'équipes qui a travaillé pour l'élaboration de ce dossier. Et puis c'est surtout ceux qui se sentent vraiment le besoin crucial de développement de ces ressources humaines mondiales. Et ce sont des entreprises dont qui a un besoin crucial de ces ressources humaines mondiales. Donc, c'est clairement défini dans ce dossier. Donc, c'est le nouveau gouvernement d'Abe, le conseil gouvernemental pour le renouveau de l'éducation a été mis en place. On en parle depuis 20 ans et 30 ans. Il y a des réformes qui ont été entreprises, mais les autorités politiques les ont jugées insuffisantes. Donc, il y a la mise en place d'un nouveau conseil qui a lancé la 3e proposition. Et dans le cadre de laquelle, ce qui était recommandé, c'est d'augmenter le nombre des étudiants faisant des études à l'étranger jusqu'au niveau de 120 000 étudiants japonais et accueillir 300 000 étudiants étrangers aussi et utiliser des tests extérieurs comme TOEFL pour le concours d'entrée ou pour le certificat de la fin d'études supérieures. Et au niveau de l'enseignement primaire, l'enseignement de l'anglais sera exercé comme une discipline, et non comme une simple activité. Et donc, au niveau scolaire, au niveau primaire, au milieu du niveau primaire, les autorités éducatives veulent aller au-delà d'une simple activité dispensée en anglais. Et au niveau de l'enseignement secondaire, et l'anglais sera la langue d'enseignement pour les cours d'anglais. Donc, les cours d'anglais sera dispensés en anglais.
Et c'est la même chose au niveau de lycée. Et donc, le nombre d'étudiants qui font des études à l'étranger augmente. Et, et pour ce qui est de l'utilisation, valorisation des textes extérieurs, ça me paraît irréaliste. Donc, je ne crois pas que ça devient réel. Et pour les cours d'anglais, pour le développement des cours d'anglais au niveau primaire est déjà entrepris. Donc là, il y a un grand objectif, c'est les Jeux olympiques prévus en 2020. Le gouvernement se donne un objectif de réaliser, atteindre ce but avant les Jeux olympiques de Tokyo. Et les autorités éducative aussi a lancé un projet de la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement de l'anglais à l'heure de la globalisation. Donc, le ministère encourage d'avancer et augmenter l'enseignement de l'anglais dès les premières années de l'école primaire. Donc, c'est bien de commencer tôt et ces cours seront dispensés avec des enseignants spécialisés, donc qui sont déjà qui ont une aptitude distinguée de l'enseignement dispensé pour les enfants. Et quand à la fin de l'enseignement primaire, il y aura une discipline à qui on consacrera 3 créneaux dans semaine, 3 cours par semaine, donc au détriment d'une autre discipline qui sera à ce moment-là supprimée, étant donné le nombre d'heures disponibles dans l'enseignement à l'école. Donc, certaines disciplines vont peut-être disparaître au bénéfice de l'enseignement des cours d'anglais. Donc ici, ce qui est visé, c'est l'usage élémentaire de l'anglais. Mais il s'agit d'une discipline, donc ça demande l'élaboration de matériel. Et il faut évaluer aussi. Donc des enseignants sont censés avoir une certaine aptitude en anglais aussi. Sinon, il prévoit également la mobilisation des enseignants spécialisés. Au Japon, il n'y a aucun enseignant est spécialisé dans l'enseignement de l'anglais au niveau primaire. Alors, nous allons peut-être chercher des professeurs, les diplômés de l'enseignement secondaire, mais qui ne sont pas encore recrutés, qui n'ont pas encore de poste particulier. À ce moment-là, nous allons aller les chercher pour qu'ils enseignent à l'école primaire. Il y aura sûrement des enseignants retraités aussi. Et moi, personnellement, je suis contre cette politique parce que enseigner aux écoliers et enseigner aux collégiens, ce sont deux choses complètement différentes, car chaque élève, les enfants ont un niveau de croissance différent. Donc, je pense qu'il faut changer à ce moment-là la loi pour former des enseignants spécialisés dans l'enseignement de l'anglais dispensés à l'école primaire. Mais je ne crois pas que nous soient prêts avant les Jeux olympiques, les Olympiques de Tokyo, donc 2020. Et je crains qu'on délivre le diplôme un peu trop facilement. Et les objectifs à atteindre au niveau de l'enseignement secondaire, c'est la capacité de mener des échanges d'informations autour de sujets quotidiens. Donc, les sujets ne relèvent pas de problèmes difficiles. Donc, l'anglais, dès l'enseignement secondaire, les cours d'anglais seront dispensés en anglais. Les spécialistes de problèmes sont contre cette politique, mais pour les non-spécialistes, ça paraît une idée très bien. Il faut submerger les apprenants dans la pratique d'une langue étrangère pour
pour obtenir un résultat plus efficace et plus performant. Donc, c'est une idée bien accueillie par les non-spécialistes, mais sur place, donc dans les milieux des écoles secondaires, même au lycée, la pratique est difficile. Faire dispenser les cours d'anglais en anglais pose beaucoup de problèmes parce que là, le but n'est plus d'enseigner l'anglais, mais de donner cet enseignement en anglais. Donc, c'est bien de donner d'informations en anglais, plus d'informations en anglais, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas le but en soi. Je ne crois pas que ça soit suffisant. Mais là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et au niveau de lycée, les cours d'anglais sont déjà dispensés en anglais. Alors, les discussions vont se dérouler autour de sujets un peu plus compliqués. Et là, je voudrais poser une problématique pour le gouvernement, l'encouragement des études à l'étranger est très important, mais des expériences interculturelles sont recommandées, mais on ne parle pas du tout de la compréhension interculturelle. Il y a le service de American Field Service qui sert de promouvoir des échanges entre les étudiants et des études proposées aux étudiants, des études à l'étranger proposées aux étudiants. Et j'ai des occasions de m'exprimer dans le cadre du Forum international sur la compréhension interculturelle et les études à l'étranger. Et dans ce cadre, le plurilinguisme est quelque chose d'évident. Personne ne parle de l'anglais tout-puissant. Il est évident c'est évident qu'on doit apprendre plusieurs langues. Et les études à l'étranger ne suffisent pas pour acquérir une compétence de compréhension interculturelle. Dans ce forum, nous allons discuter, nous menons pendant 3 jours des discussions. Tantôt, ça a commencé en Italie, ensuite dans une petite ville près de Florence. Je crois qu'il y a des Européens parmi les participants aujourd'hui et ça va de soi. Ce n'est inutile de vous rappeler des idées européennes, mais j'ai été très touchée par la philosophie qui est derrière le plurilinguisme encouragé par l'Europe. Chaque pays, chaque peuple a une vision du monde différente. Mais ça ne doit pas être un obstacle pour promouvoir la compréhension mutuelle. Donc, il faut aller au-delà des obstacles qui sont posés par des différentes mauvaises communications entre 2 cultures différentes. Donc, il ne faut pas que chacun compte sur leurs opinions. Ça peut aller jusqu'à l'hostilité, ça peut aller jusqu'à provoquer des guerres entre 2 guerres. Comment vivre ensemble? Donc, comment vivre ces différences du monde? Chaque peuple doit apprendre. Et il n'y a pas de recette toute faite pour résoudre ce problème. De là, la nécessité de promouvoir l'éducation interculturelle. Les apprenants doivent apprendre comment vivre, comment concilier les différences, comment vivre ensemble pour promouvoir la compréhension mutuelle et qui est à base de la paix. Quand on regarde ce qui se passe au Japon, on s'en fout, la paix, la compréhension mutuelle, on est traité d'angélistes. Mais sans compréhension mutuelle, il n'y a pas de
paix, s'il n'y a pas de compréhension internationale, on peut très bien attendre, il y aura une autre guerre peut-être. Donc, l'éducation interculturelle, c'est un travail vraiment qui demande beaucoup de patience et le Japon doit beaucoup à faire pour aller dans ce sens. Alors, personnellement, je pense que le monde a besoin de la formation de citoyens du monde. Au Japon, donc les autorités éducatives parlent de la ressource apte à la globalisation. Mais bien sûr, c'est très important. Et pour les commerces extérieurs qui sont indispensables pour la prospérité du pays, un pays comme le Japon surtout. Mais pour ce qui est du monde, au niveau du monde, et ce qui est attendu, c'est la formation des citoyens du monde. Alors, quelles sont les compétences requises? Ça va de soi qu'il faut avoir une compétence en communication langagère. Et il faut que des gens avec une vision du monde différente doivent se côtoyer. Donc, les communications passent par les langues. Donc, les compétences en communication langagère est très importante. Et au-delà de cette compétence, il y a la compétence interculturelle. La compétence interculturelle, donc, ce matin, M. Nishiyama, en parlant des études menées dans ce domaine, M. Nishiyama a dit que les études dans ce domaine au Japon commençaient dans des années 60. Et il y a Edward Hall, Silent Language, était publié dans les années 60, traduit dans les années 60, et qui était à l'origine du développement des études de ce domaine au Japon. Et interculturel a pris le terme japonais Ibunkakan. Et les études interculturelles en japonais suivaient la tendance américaine. Ça, c'est exactement comme ce qu'a dit M. Nishiyama. Je suis d'accord. Mais en ce qui me concerne, en 2002, chez moi, donc à l'université de l'Ikkyo, nous avons ouvert la section des études sur la communication interculturelle, donc au niveau de 3e cycle. Et dans notre enseignement, pour avancer des études dans ce domaine au Japon, d'un point de vue global, nous avons introduit une notion d'un avenir durable dans ces études. Donc, pour un avenir durable. C'est une formule que nous avons donnée à notre recherche de communication interculturelle et communication langagère, communication linguistique, langagère ou linguistique, communication environnementale et la communication à travers la traduction et l'interprétation. Voilà, 4 axes autour desquels s'articulent nos études. Donc, nous avons donc choisi le terme Ibunka comme terme japonais, la traduction du terme interculturel. Parce qu'au Japon, il y a 2 solutions Ibunka, différentes cultures, et Ibunkakan, autres cultures différentes. Donc, nous avons opté pour Ibunka. Donc, nous avons enlevé le sinogramme kan, qui signifie entre. Donc, Ibunka, culture différente. Le sinogramme i signifiant la différence. Donc, pour éviter que ça soit trop redondant, nous avons simplement opté pour le terme japonais Ibunka, qui représente suffisamment la notion d'altérité. Et donc, il y a les spécificités culturelles, bien sûr, d'un côté, mais il y a une culture générale. Le terme général est un peu difficile aussi. Et ça ne veut pas dire universel, mais c'est une culture
autre que la sienne. Il ne s'agit pas seulement d'une culture différente. Pour les femmes, les hommes appartiennent à une autre culture. Les jeunes et les personnes âgées ne partagent pas la même culture. Le Japon, qui est dans un petit pays comme le Japon, dans l'ouest et l'est, il y a une différence sensible entre ces deux régions. Donc, nous sommes nous vivons à côté de l'altérité dans notre vie quotidienne. Donc, il faut reconnaître la présence de l'altérité et chacun doit essayer de passer un pont, établir un pont entre soi-même et l'autrui. Donc, je pense que c'est la compétence qui est à la base de la compréhension interculturelle. Donc, à l'heure de la globalisation, nous avons besoin d'une compétence interculturelle et il faut d'abord reconnaître la différence. Donc, le respect malgré la différence. Il ne s'agit pas de supprimer les différences. Il faut accepter et comprendre les différences. Et chacun doit s'exprimer logiquement et chacun doit s'apprendre à se rapprocher. Voilà le but qu'on doit atteindre dans l'éducation pour demain. Et je voudrais faire quelques propositions pour l'avenir du Japon. Et l'éducation de l'interculturalité, l'éducation de l'enseignement de la compréhension interculturelle doit occuper une place importante, de plus en plus importante dans l'enseignement et qui ne doit pas être intégrée uniquement dans les cours d'anglais. Et même si ça paraît contradictoire, hein, l'interculturel ne peut pas séparer de l'enseignement des langues aussi. Voilà, ce sont des questions qui me préoccupent. Et un autre point, au Japon, les autorités politiques ne pensent qu'à l'anglais. Et l'anglais, la compétence en anglais est primordial, indispensable pour la survie du pays au XXIe siècle. Mais il faudrait voir au-delà de cela, cette réalité. Le monde est disposé pour le plurilinguisme. Au moins à l'université, à partir de l'université, les étudiants devraient avoir des chances d'apprendre une autre langue que l'anglais. Et plusieurs langues, c'est possible. C'est ce que je voudrais recommander. Et je reviens à l'enseignement scolaire. Moi-même, j'étais interprète simultanée anglais-japonais. La traduction et l'interprétation est très important parce que sans compréhension interculturelle, on ne peut pas mener cette activité, ce métier. Écouter un message exprimé dans une langue et traduire dans une autre, c'est tout un travail. Et je crois que les apprenants, quel que soit l'âge, peuvent apprendre, au moins essayer de faire la traduction ou l'interprétation. C'est-à-dire se placer face à une autre culture et une autre langue que celle auxquels ils sont habitués. Cela doit avoir un effet positif pour le développement, la compétence communicative de chaque élève. Voilà, je termine mon exposé. Je vous remercie de votre attention. Madame Torikai, merci beaucoup. Alors, c'était vraiment... J'ai trouvé beaucoup d'idées. Le citoyen mondial, c'est ce concept, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça m'a beaucoup impressionné. Ensuite, c'est Madame Geneviève Zalt qui voudrait prendre la parole. Elle a été désignée comme interlocuteur. Elle représente NALCO, c'est un institut national de Paris. Elle est responsable de l'enseignement de la langue étrangère.
Torikai, car je vais vous suivre dans la plupart de vos analyses, à une différence près toutefois, c'est que la France ne prépare pas les Jeux Olympiques en 2020. Mais on ira, si vous voulez, je suis d'accord avec vous sur l'idée que, je pense, tous les États du monde qui veulent se penser comme des États importants sont en train de se dire qu'il n'y a pas de survie pour eux dans l'état actuel de leur société si leur société ne change pas. Et que je suis aussi d'accord pour vous pour partir d'une analyse de la pression qui existe sur toutes nos sociétés qui se veulent globaliser, cette pression d'une économie libérale et qui change donc vraiment la donne par rapport à ce que nous avons connu. Je parlerai ici pas seulement d'un point de vue français, mais d'un point de vue européen, parce que je pense que les deux sont absolument articulés, en particulier en ce qui concerne les langues. Et je dirais que du point de vue de l'Europe, l'anglais comme langue a une position très ambiguë. La devise de l'Europe, c'est l'union dans la diversité, ce qui veut dire que officiellement, l'anglais en Europe ne peut pas être la langue de l'Europe, puisque c'est la langue d'un État européen, à savoir le Royaume-Uni. Donc l'Europe ne peut pas prévaloir une langue nationale sur les autres langues. Mais pourtant, l'anglais a une position encore plus ambiguë dans la mesure où, bien sûr, l'Europe et les États de l'Union européenne se pensent comme des États participants à cette course vers la mondialisation. Et dans la pratique, il y a un discours tout à fait différent du discours officiel européen. Et la pratique, c'est celle d'une hyperlangue, l'anglais, à tel point que nos collègues anglicistes, qu'on pourrait penser être les enseignants de langue les plus heureux du monde, puisque tous les étudiants veulent travailler avec eux, sont absolument navrés de voir que l'anglais n'est même plus une langue, mais a skill, comme on dit, c'est-à-dire une habileté au même titre que l'informatique, par exemple. Donc, en quelque sorte, une langue déshumanisée, qui est donc le prix à payer, je dirais, de cette hyperlangue. Le système européen promeut, déjà depuis peut-être maintenant 20 ans, la mobilité des étudiants dont vous avez parlé. Ça, je pense que c'est un énorme acquis de l'Europe, puisque l'Europe s'est construite en disant il faut qu'une génération, la génération des jeunes, la génération des futurs savants, les étudiants, puissent circuler dans l'Europe et pratiquer donc des études dans d'autres universités. Et je ne sais pas si on atteint les 10% d'étudiants à l'étranger, mais je dirais le processus est largement ancré et il me semble participer d'une forme de démocratie universitaire, de pouvoir permettre à des étudiants, qu'ils soient fortunés ou pas, de sortir de leur pays et non seulement comme touristes, mais surtout pour déjà avoir un vrai enjeu dans la pratique de la langue. Sauf que ce programme exceptionnel que nous appelons le programme Erasmus, qui a fabriqué un nouveau concept, le concept de l'étudiant Erasmus, ce programme a aussi une dimension perverse. C'est-à-dire que les universités européennes sont évaluées en termes de nombre d'étudiants Erasmus qu'elles accueillent. Donc, on va parler d'étudiants Erasmus entrants. Mais aussi, elles sont évaluées pour les étudiants Erasmus qu'elles envoient à l'extérieur, qu'on va appeler des étudiants sortants. Et l'idéal, c'est d'avoir autant d'étudiants sortants que d'étudiants entrants. Mais pour avoir des étudiants entrants, il faut que ces étudiants puissent suivre les cours dans l'université où ils vont. Et dans quelle langue va-t-on faire ces cours? Quand on est un étudiant suédois qui vient suivre un cours en Italie, eh bien l'université apporte une réponse en anglais. Donc on voit que ce modèle produit bien sûr ces effets pervers.
Alors, vous avez indiqué, si je vous ai bien compris, la pression des entreprises dans le rapport sur la formation, la pression des entreprises japonaises dans la formation à l'anglais et finalement sur le système éducatif. La France, si je prends le cas particulier de la France, est relativement encore imperméable à cette pression des entreprises. Mais d'une certaine façon, ça apparaît maintenant en France comme une faiblesse, hein, parce que du coup, le marché de la formation et le marché de l'emploi ne sont pas vraiment articulés l'un avec l'autre. Alors, ce que je voudrais là, juste pour apporter un petit élément plus précis, si vous voulez, à votre exposé, c'est de me situer, moi, comme, je dirais, aussi universitaire, mais aussi chargée de la formation des enseignants. Et donc, je voudrais, de ce point de vue, interroger l'État dans son rôle. Je dirais dans le « etc » qu'il passe sous silence, par exemple, ou dans les définitions qu'il donne. Et je pense que le rôle des États est absolument considérable dans les prises de position éducatives qu'il peut prendre. Et je vous suis tout à fait sur l'idée de l'importance de la paix, parce que l'Europe n'a pas vécu de guerre. Je suis par exemple une génération qui n'a pas connu la guerre, hein, mais nos parents, je crois qu'on peut dire en tout cas entre le Japon et l'Europe, nos parents l'ont vécu, nous savons encore ce que c'est, mais nos étudiants le sauront déjà beaucoup moins ce que c'est la guerre, ils ne connaissent pas le prix de la paix. Et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de fort que nous devons rappeler. Alors, ce que je voulais là vous proposer, c'est dans juste une brève présentation du rôle de l'État dans le dispositif de la formation interculturelle, c'est en m'intéressant dans le contexte français à ces élèves du primaire, du secondaire, qui sont des élèves étrangers et qui arrivent en France et qui doivent intégrer le système éducatif français. C'est ce qu'on appelle, donc c'est un dispositif particulier qu'on appelle les classes d'accueil. Et dans ces classes d'accueil, donc je dirais que le rôle de l'État est de savoir nommer ses élèves. Alors je prends le mot nommer au sens fort du terme, je dirais en me référant, dans une pratique assez européenne, à la racine grecque du mot nommer, hein, nomos, c'est ce qui fait la loi. Hein, et quand un État décide de la façon dont on va nommer ses élèves étrangers qui arrivent en France pour faire leurs études et pour construire leur avenir dans un pays, la façon dont on nomme ces élèves me semble très, très importante. Alors, dans cette dénomination, on voit d'une certaine façon que l'État français est ouvert à la pluralité linguistique. Voici la liste des langues qu'on peut théoriquement passer pour le baccalauréat français. Vous voyez, 22 langues vivantes, donc la langue qu'on apprendra le plus longtemps. Donc on a le choix entre 22 langues. Pour les langues vivantes 2 et 3, on a le choix entre 30 langues, ce qui est en soi considérable. Donc on pourrait dire que l'État français est très ouvert à la pluralité. Sauf qu'il ne sait pas prendre en compte la complexité des parcours et que dans une tradition, je dirais, historique, qui est une tradition fortement monolingue, et je pense qu'entre le Japon et la France, là, nous avons quelque chose en commun, où territoire et langue parlée sont très ajustés l'un à l'autre, et un État, une langue semble souvent un modèle parfait. Donc, dans cet esprit-là, la façon dont on nomme ces élèves étrangers qui arrivent en France, voici plusieurs dénominations. Alors, en fait, il y a une évolution chronologique dans cette dénomination, mais dans les années 70, on appelait volontiers ces élèves des non-francophones.
donc ont donné une définition négative de ces élèves. Une correction a été apportée avec l'expression « nouvellement arrivé en France » qui supprimait donc cette vision négative. Et puis donc l'option actuelle, c'est alloglotte, hein, et je voudrais faire un bref plaidoyer pour plurilingue, qui me semble encore plus fort que alloglotte. Alors, pour vous donner un exemple, voilà l'exemple de Chen Chen, hein, élève chinois, dirait-on. En tout cas, il a un passeport chinois, donc il parle chinois, qui arrive en France dans une classe d'accueil, et on va parler de lui comme un élève chinois ou sinophone. Mais quand on fait un travail, qui est ici un travail, je dirais, de ce qu'on appellera, donc, dans une perspective plurilingue, d'analyse de son répertoire linguistique, c'est-à-dire les langues avec qu'il a côtoyées, les langues parlées par ses parents. Hein, vous voyez ici un arbre généalogique, ses parents, voire même ses grands-parents. Eh bien, on se rend compte que cet élève, qui dans les années 70 aurait été appelé non francophone, en fait, il côtoie 4 langues, bien sûr le chinois, mais aussi le japonais, l'anglais, de par l'histoire de sa famille ou de par l'histoire de sa propre mobilité familiale et individuelle. Donc, je plaiderai pour que le rôle de l'État, hein, soit la reconnaissance de la complexité de ces parcours, qui me semble nécessaire pour faire travailler nos opinions publiques qui se pensent encore toujours de façon monolingue, et l'ouverture à l'international passe aussi par ce type de travail. Je vous remercie.